Salut à tous et bienvenue dans le 7-8 Sport, il est 18h30. Si vous nous suivez en direct, on passe tout de suite au titre en images de cette édition. À 24 heures du choc de la 15e journée de Pro B de tennis de table entre Elancourt et Mayenne, l'entraîneur élancourtois Franck Saulnier nous dressera les ambitions de son équipe avant le sprint final. Les Cougars de Montigny en baseball peaufinent, eux, les réglages avant la reprise de la Division 2. Le joueur historique du club Alexandre Couton a pris la succession d'Arnaud Faux au coaching pour débuter un nouveau cycle. Pour sa 7e édition, l'Eco-Trail de Paris partait de la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Plus de 1500 trailers ont dévalé les 80 km de l'épreuve toujours aussi respectueuse de l'environnement. Et puis évidemment, en fin d'émission, tous les résultats du week-end. Mais tout d'abord, place au tennis de table. Je le disais dans les titres, à 24 heures du choc de Pro B que tout le monde attend en tennis de table entre Elancourt et Mayenne. Un choc qui va sûrement asseoir un peu plus la suprématie de l'une ou de l'autre équipe. L'entraîneur élancourtois, Franck Saulnier, nous fait l'amitié de passer sur le 7-8 Sport. Bonsoir à vous, Franck. Bonsoir. Merci d'être là. Tout d'abord, une première question après 10 journées, parce que vous avez disputé 10 journées. Il y a des petits décalages, des exempts dans cette poule de Pro B. Elancourt est deuxième. J'imagine que l'entraîneur que vous êtes est très satisfait de ce premier bilan. Bah oui, tout à fait, oui, puisque c'était l'objectif prioritaire du club cette saison. Donc on a quand même travaillé à l'intersaison pour pouvoir accéder à la division Pro A. Bah là, on est deuxième avec quand même 2 matchs de retard par rapport à Mayenne. Donc on est très très bien placé. Et bon, même mathématiquement, on ne peut plus être rejoint. Donc on peut déjà dire qu'on est accédant à la division supérieure, c'est-à-dire la plus haute division en France, quoi, qui est la Pro A féminine. Déjà, oui, Voilà. un exploit historique pour le club, Ouais. puisque c'est la première montée, ça sera la première montée dans la Pro A en tant que telle, en fin de compte, pour une équipe femme. Le championnat a été restructuré il y a quelques années et là, oui, effectivement, c'est une première pour le club. Voilà, donc non, on est déjà très content du parcours. Déjà, même si le championnat n'est pas encore terminé, il se terminera début juin. On est vraiment satisfait déjà de ce qui se passe. Je vous propose de jeter un petit coup d'œil au classement justement pour qu'on voit ça concrètement. Vous êtes deuxième avec 10 journées jouées, 29 points, un petit point derrière Mayenne mais qui a 2 matchs d'avance. Autant dire que vous avez votre destin en main pour finir premier de cette poule. Oui, tout à fait. Bah, déjà, on va essayer de faire quelque chose de bien demain soir. Le but, c'est d'essayer de gagner sur le club de Mayenne. Je pense sans prétention que si on arrive à battre Mayenne demain soir, on peut aller chercher la petite cerise sur le gâteau, c'est-à-dire d'aller chercher le titre de champion de France, quoi. Donc, voilà, donc l'objectif il est là, c'est d'essayer de battre Mayenne chez nous. On a été les battre au match aller. Bon, ils ne jouaient pas avec leur équipe au grand complet, mais bon, on a su saisir notre chance. Donc demain, on s'attend. C'est un beau match. J'espère qu'ils viendront au complet. Ça nous donnera une petite idée un petit peu de ce qui va nous attendre la saison prochaine, parce que c'est une belle équipe normalement sur le papier. Et oui, on aimerait bien gagner quand même demain soir. Par rapport à ce bilan, donc 10 journées jouées, je le disais, quasi parfait en fin de compte ce bilan. 9 victoires, un match nul. C'est la petite imperfection, Ouais. ce match nul. Ouais, bizarrement, un match nul sur une équipe qui est beaucoup moins bien classée que nous. Avec un contexte un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'on est parti jouer à Grenoble avec une joueuse qui pouvait quasiment pas marcher le matin, qui s'était bloqué le dos dans la nuit, et qui s'est retrouvée à 7 heures du matin chez l'ostéopathe, qui nous l'a bien remis en place quand même. Il a fait un super boulot. Et puis une joueuse qui avait la grippe, qui est arrivée à jouer avec 42 fièvres, donc c'était pas simple. Mais ce qui était plutôt intéressant, c'est de les voir jouer aussi un peu dans la douleur. Elle ne voulait pas perdre, elle n'avait vraiment pas envie de perdre. Donc Audrey déjà a bien entamé la rencontre, la petite Audrey Zarif a bien entamé la rencontre en allant chercher une bonne victoire. Et puis après, elles ont fait le boulot, elles ont été chercher le match nul. Donc bon, on est reparti. C'est intéressant ça justement, ce refus de la défaite un petit peu, parce que vous êtes du coup la seule équipe encore invaincue dans cette poule. Donc Ouais, c'est quand même, ouais, on avait 9 victoires sur 9 matchs. Le 10e, on fait match nul. On n'a pas été jusqu'à 10 victoires pour l'instant. Mais là, j'ai une équipe avec... elles n'aiment pas trop perdre. On a quand même des joueuses qui commencent, notamment notre leader, qui s'appelle Eva Dorova, qui est la plus âgée. Enfin, je l'ai dit que c'est notre leader, mais en fin de compte, on a quand même 2 très très bonnes joueuses qui jouent à ce niveau-là. Mais c'est une leader par l'ancienneté, surtout par son expérience du niveau international.
Et je peux vous dire que quand elle a perdu un match à Grenoble, c'était vraiment la soupe à la grimace. Et même le lendemain matin, au petit déjeuner, c'était pas agréable. Justement, j'allais y venir. Eva Odorova change peut-être radicalement le visage de votre équipe cette saison par son expérience, sa maturité, sa connaissance aussi du haut niveau puisqu'elle a joué en Pro A par le passé. Ouais, c'est quand même une fille qui a été championne d'Europe aussi, hein, qui a été dans les 100 meilleures joueuses du monde, même numéro 49 mondial à un moment donné de sa carrière, qui a participé aux Jeux Olympiques, qui a fait 16e de finale aux Jeux Olympiques. Donc ça reste une très bonne joueuse. Et puis c'est sûr que nous, ça nous a apporté, on va dire, de la sécurité et puis une bonne connaissance de ce milieu-là. Donc elle rassure, hein, ça c'est clair qu'elle rassure. Et justement, dans votre équipe, il y a un savoureux mélange entre l'expérience d'Eva et puis la jeunesse, la fougue, si j'ose dire, d'Audrey Zarif, la jeune Audrey Zarif qui a 15 ans. On a toutes les générations actuellement là sur le club, c'est assez incroyable. Ce qui est plutôt bien aussi, c'est un bon mélange, comme vous dites. On a Audrey Zarif qui a 15 ans, qui arrive là cette année aussi sur le club et qui là est en train de faire un parcours assez remarquable parce que on vient d'apprendre il y a même pas 3 semaines, un mois qu'elle était qualifiée avec l'équipe de France senior pour aller représenter la France au Japon pour les championnats du monde à Tokyo. Donc ça c'est quand même une chouette expérience pour elle. C'est une pépite cette jeune joueuse. Ouais, je pense. Elle a du potentiel, elle a une forte personnalité. Et ce qui est très bien, c'est qu'elle essaye d'apprendre tout le temps au quotidien, quoi. Elle adore être au quotidien avec les joueuses, les retrouver pour les matchs par équipe, puisqu'elle elle s'entraîne à l'INSEP actuellement, donc elle ne vient que sur des petites périodes sur le club. Et il y a cette cerise sur le gâteau aussi, puisqu'il y a quelques semaines aussi, elle s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques de la jeunesse. Et ça, c'est quand même incroyable. Ça, c'était incroyable parce qu'elle ne partait pas dans les meilleures joueuses européennes pour cette qualif. Il faut savoir que la qualification au JO, elle est très dure, même en jeune. Hein, c'est quasiment le même parcours que pour un senior en tennis de table. Donc elle avait 3 jours pour se qualifier. Elle s'est qualifiée dès le 2e jour. Et même pour la fédération, c'était un événement important parce qu'ils ont qualifié aussi un garçon sur ces Jeux Olympiques de la jeunesse, là, à Nanjing en Chine, donc au mois d'août. Et c'était un objectif assez important pour la fédération. Donc ils ont réussi leur coup, et puis Audrey elle a fait un excellent parcours avec que des perfs. Et pour vous situer un peu son parcours, c'est qu'au niveau mondial, elle était classée dans les 500 meilleures joueuses mondiales, donc 470 au départ. Et là, au jour d'aujourd'hui, elle est 183e joueuse mondiale. Un sacré bon au classement. Donc c'est beaucoup parce qu'après, elle a enchaîné des sorties internationales où, avec la confiance qu'elle a engrangée sur cette qualification, elle a fait des perfs incroyables sur les Open internationaux. Et là, elle a fait pour sa première année de junior, elle a fait une super saison. Ouais. Pour revenir sur ce match de demain, on va essayer de faire peut-être monter un peu la pression. Justement, il y a de la pression chez les filles pour demain, pour se dire faut qu'on soit et qu'on finisse première de cette poule. Oui, elles ont ça dans la tête, ça c'est sûr qu'on s'est mis ça à partir du moment où on savait qu'on allait grimper à l'étage au-dessus. On s'est dit maintenant il faut aller chercher le petit sucre, hein, comme on dit, hein, c'est le titre. Donc elles ont, je crois que toutes elles ont quand même envie déjà de gagner ce match demain soir parce que ça veut dire quelque chose pour elles quand même, même si on a été gagné à l'aller assez facilement. Mais elles ont vraiment envie de s'imposer, même jusqu'à la fin de la saison, quoi. Donc le titre, ça devient maintenant l'objectif aussi maintenant de l'équipe, quoi. Très bien. Rendez-vous donc ce mardi au Palais des Sports à Elancourt pour suivre ce choc de la 15e journée de Pro B entre Elancourt, évidemment, et Mayenne. Merci beaucoup, Franck, d'être passé sur le C8 Sport. Et puis on suivra évidemment ce possible titre en fin de saison. À 19h30. On passe tout de suite au baseball. À 5 jours de la reprise du championnat de Division 2, évidemment, on suit les Cougars de Montigny. La présidente emblématique du club est présente sur le 7-8 Sport. Bonsoir Annie Couton. Bonsoir. Évidemment, il y a eu du changement à l'intersaison. Les Cougars de Montigny peaufinaient un petit peu les derniers réglages avant la reprise de la saison. Et il y a un nouvel entraîneur que vous connaissez bien. Tout à fait. En l'espèce de votre fils, évidemment, Alexandre Couton. Il a pris la relève d'Arnaud Faux au coaching pour débuter un nouveau cycle. Il comptait faire une pause et s'éloigner des terrains. Mais finalement, à 32 ans, Alexandre Couton découvre le costume d'entraîneur. Joueur des Cougars depuis 1998, le shortstop deuxième base a accepté fin janvier de prendre la succession d'Arnaud Faux pour rendre service au club. Mais pas question de faire du cumul de mandats. Le fait de revenir en tant que coach, je veux vraiment faire les choses bien et je sais que c'est pas facile de pouvoir faire les deux en même temps. Donc je préfère d'abord me concentrer sur le coaching
Et puis on a largement de quoi faire dans l'équipe. Pour sa première saison sur un banc senior, Alex Couton pourra se reposer sur le retour d'anciens joueurs comme Sébastien Duchossois ou encore Wesley Koopman. Le nouvel entraîneur énimontain compte bien utiliser la génération dorée des juniors qui ont frôlé le titre de champion de France la saison passée. Des renforts qui pourraient permettre aux Cougars de faire mieux qu'en 2013. Les Énimontins avaient terminé en tête de la phase régulière, mais ils étaient passés à côté de leur demi-finale. Dans un premier temps, les playoffs, et puis après, il faudra prendre match par match. On n'a pas d'objectif, on va dire, à court terme de monter pour l'instant. Si après on finit premier, le club verra. On veut rejouer en élite, mais il faut qu'on ait l'équipe pour pouvoir faire bonne figure dans la première division. Élément de réponse lors de la première journée sur le terrain du Promu Rennais. Avant de passer à la saison, la première question qui me vient évidemment à Nice, c'est que c'est quand même une affaire de famille au Cougar de Montigny, non ? Tout à fait, oui. Bon, je regrette un peu qu'Alexandre ait décidé d'arrêter de jouer parce que je pense qu'il avait encore du potentiel pour faire des performances. Bon, c'est son choix. Il avait d'ailleurs fait une excellente saison. Tout à fait. Donc, on comptait sur lui encore sur cette saison, mais bon, il a préféré coacher. Donc nous, ça nous a beaucoup arrangé lorsque nous avons appris qu'Arnaud s'en allait, de pouvoir nous reposer sur quelqu'un qui connaît bien le club et qui connaît bien les joueurs et qui connaît bien les jeunes. Donc, mais là, c'est l'entraîneur avant d'être mon fils. C'est important de le signaler. Vous démarrez du coup un nouveau cycle, un petit peu, même s'il y avait déjà cette formation. On le sait, à Montigny, la formation des jeunes est très importante. Mais Alexandre me l'a confié, il veut essayer de les introniser encore plus dans l'équipe première cette année. Tout à fait, d'autant plus que cette année, le championnat régional junior est un peu compliqué car nous sommes pratiquement le seul club à avoir un fort vivier de juniors en Île-de-France. Il va y avoir bien entendu un championnat junior, mais qui se résume à 3 équipes. Et pour le moment, les 2 premiers matchs qui auraient déjà dû être joués n'ont pas pu être joués. Donc pour nous, il est important quand même que les joueurs jeunes aient du temps de jeu. Donc ils vont être intégrés dans les 3 équipes seniors pour pouvoir déjà s'affronter à un niveau un peu plus haut. Et sur cette équipe première menée par Alexandre Couton, vous êtes d'accord avec votre fils? L'objectif minimum, c'est les playoffs? Minimum, oui. Pour moi, l'objectif serait au moins la demi-finale. Faire aussi bien que l'an passé, voire mieux. Il y a peut-être des ambitions, des rêves ou des souhaits de titres pour cette fin de saison? Je pense que oui, on a toujours des souhaits de titres pour une fin de saison parce que c'est quand même un bonus pour le club, c'est un bonheur pour les joueurs quand même, c'est l'aboutissement du travail accompli toute l'année. Puis, comme on intègre des juniors, c'est aussi peut-être l'aboutissement de la formation de tous ces jeunes. Et puis, par rapport à ce titre aussi, c'est un titre après lequel, en tout cas, vous courez depuis quelques années. Ça serait bien de le décrocher enfin. Tout à fait. Le dernier titre de champion de France, c'était en 2008. Donc, c'est vrai que le précédent était en 1998. Donc, j'espère que nous n'attendrons pas 2018. Vous parliez justement des jeunes, les juniors. C'est vrai que la saison de baseball en France, elle est un petit peu décalée par rapport aux autres saisons des autres sports. Pour les jeunes, c'est plus dur d'attendre comme ça, début avril, pour pouvoir jouer avec les seniors. C'est plus compliqué à gérer ou pas? Non, pas vraiment, parce que comme tous les ans, nous avons quand même de jeunes joueurs, enfin des jeunes gens qui n'ont jamais joué au baseball, qui sont venus s'inscrire au forum des associations. Tous les ans, nous en avons. Et donc pour eux, ça permet quand même d'apprendre les bases du baseball. Et puis ils ont quand même joué avant début avril, puisque dès début mars, nous avons entamé notre habituel tournoi des American School. Donc début mars, nous avons joué contre l'American School de Paris et l'American School de Waterloo. Et le week-end prochain, nous allons encore jouer contre l'American School de Paris. Et je n'ai pas encore la connaissance de quelle American School d'Europe va venir jouer avec nous. Donc c'est quand même pour eux intéressant aussi d'affronter des jeunes gens qui ont baigné dans le baseball dès leur naissance. Et justement, là, vous parliez de ce manque d'équipe en championnat régional. Comment vous l'expliquez? Il n'y a pas assez de clubs assez intéressants et structurés pour pouvoir avoir un championnat correct dans la région? Alors, c'est une politique de certains clubs qui préfèrent utiliser leurs joueurs pour jouer en senior. Nous n'avons pas tout à fait cette politique. Nous voulons que chacun reste à son étape. Bon, alors effectivement, cette année, nous allons faire comme les autres. Nous allons faire jouer nos juniors en senior, mais non pas parce que nous en avons
vraiment besoin, mais tout simplement pour leur donner du temps de jeu. Et puis, c'est vrai que les juniors, c'est quand même un peu difficile. Ils veulent s'affranchir de leurs parents, mais dans la majorité des clubs franciliens, voire d'Île-de-France, les terrains sont très éloignés des centres-villes. Donc, ils ont un peu de mal à aller vers les terrains puisqu'ils ne sont pas forcément motorisés et qu'ils ne veulent plus de leurs parents. Alors qu'à Montigny, nous avons la chance d'avoir un terrain qui est en plein centre-ville et c'est ça qui nous apporte beaucoup de joueurs, puisque nous avons de la visibilité. Oui, bien sûr. Et puis ces jeunes, il faut le rappeler, c'est quand même une génération dorée, quand même. Les Yuki, Antoine, oui, Vladimir. Tout à fait. Il y a beaucoup de talent, donc c'est presque normal, on a envie de dire, qu'ils puissent intégrer un jour l'équipe première. Ah ben oui, tout à fait. De tout temps, il y a eu quelques jeunes qui ont intégré avant l'âge l'équipe première, parce qu'ils avaient le potentiel qui leur permettait, et puis ça leur permet de se former aussi pour pouvoir après prétendre à jouer peut-être à plus haut niveau et voire au niveau de l'équipe de France. Par rapport aux jeunes encore, on va rester un petit peu sur les jeunes. Les 15U, on sait que les moins de 15 ans, vous êtes plutôt bien lotis aussi. Toujours, oui. Cette saison, il va y avoir encore sûrement des quêtes de titres et puis d'autres trophées. Ah ben, cette année, nous avons, comme tous les ans, l'ambition de jouer le titre de champion de France, puisque nous sommes les champions de France sortants. Nous avons l'intention de remettre notre titre en jeu. Bon, les règles du championnat ont un peu changé, puisque maintenant, il y aura des tours qualificatifs. C'est un peu différent des autres années, mais en Île-de-France, il y a 3 clubs qui iront forcément sur les finales des championnats de France, et nous pensons être dans ces 3 clubs. Et puis, pour les 15U, nous avons, comme l'an passé, l'ambition d'aller, et nous allons aller d'ailleurs à ce fameux tournoi Little League en Italie, qui va permettre de sortir une équipe européenne, puisque Montigny sera encore l'équipe qui représentera la France, pour pouvoir partir aux États-Unis au mois d'août. Donc l'an dernier, nous avions fait un bon parcours, alors que c'était la première fois que nous allions dans ce type de tournoi. Nous sommes arrivés 4e. Bon, évidemment, que seul le premier pas. Mais cette année, avec l'expérience que nous avons eue l'an passé, nous comptons y aller, surtout que nous allons récupérer pour ce tournoi Mélissa Mailleux et Fred Walter, qui sont partis au Krebs de Toulouse, et qui ont bien l'intention de revenir jouer avec nous. On le sait, à Montigny, il y a toujours des belles générations chez les jeunes. Vos équipes de jeunes fonctionnent très très bien. Le palier est vraiment trop important pour pouvoir maintenir ces résultats en senior. C'est encore compliqué à passer ce saut. Oui, c'est assez compliqué. Puis de toute façon, souvent, certains de nos jeunes nous quittent, puisque beaucoup vont faire des études, partent faire leurs études et ne jouent plus au baseball. Et puis certains sont attirés par les sirènes de grands clubs qui jouent en élite, et enfin en division 1 comme maintenant, et je les comprends. Donc peut-être que si nous faisons suffisamment de travail avec les jeunes joueurs, ils resteront avec nous pour que nous puissions, nous aussi, à notre tour, avoir un club, avoir une équipe en division 1. Très bien, en tout cas, on pourra déjà en observer quelques-uns de ces juniors avec les équipes seniors. Et pour l'équipe première, un premier match ce samedi, donc face au promu Rennais, et c'est à l'extérieur à Rennes. À Rennes, voilà. Merci beaucoup, Annie Coton, d'être passée sur les 7-8 Sports. À très bientôt. Pour sa 7e édition, l'Eco-Trail, c'est de la course à pied. L'Eco-Trail de Paris partait une nouvelle fois de la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Plus de 1500 trailers ont dévalé les 80 km de l'épreuve, toujours aussi respectueuse de l'environnement. Après 5h40 de course, l'expérimenté Emmanuel Gau s'impose sur l'Eco-Trail de Paris 2014, version 80 km. C'est toujours aussi beau, varié, plaisant, difficile aussi. Je le répéterai jamais assez, mais c'est une course magnifique. Mais je peux vous dire que ça sort vraiment dur. 6 heures plus tôt, les 1579 participants se préparent dans le sas de départ à un effort d'une extrême intensité. Si certains découvrent le parcours parisien, d'autres trailers habitués ne louperaient pour rien au monde l'Eco-Trail. Il est mythique avec des très 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 jolies portions de montée, de descente. C'est essentiellement fait de relance et la cerise sur le gâteau, c'est l'arrivée. La plupart s'entraînent exclusivement pour cette course depuis plusieurs mois. Par dose d'une centaine de kilomètres par semaine sur une distance aussi longue, le trailer doit surtout gérer son alimentation. Mais aucun papier par terre sur le parcours, à chacun sa touche écolo. C'est surtout ça, l'Eco-Trail. S'il y a un truc qui m'agace, c'est les papiers par terre, les petites dosettes par terre. Moi, ça, il faut pas. Ouais, vraiment. Ça, c'est un truc super important. En montagne, c'est pareil. Ouais, on ramasse tout. C'est indissociable. Je vois qu'un bon trailer, sans son petit sac de récupération de
de sachets plastiques, ça n'existe pas. Au bout donc de 5h40 de foulée, Emmanuel Go a remporté en solitaire ce 7e Eco-Trail de Paris sous la Tour Eiffel. Allez, on passe à l'ensemble des résultats du week-end. En football, 18e journée de promotion d'honneur et un week-end lourd de conséquences. Vous allez le voir au niveau comptable pour Guyancourt. Pendant que Trappes s'inclinait face à Suresnes 2-0, le SG est allé chercher un bon match nul sur la pelouse du deuxième Tremblay, un partout. Mais vous allez le voir, malgré ce bon résultat, les Guyancourtois sont désormais lanternes rouges de leur poule C de promotion d'honneur avec 28 points à égalité avec Le Pec et Saint-Cloud, mais avec un goal average défavorable et plus inquiétant encore, les joueurs de Jules Talmorose n'ont plus gagné depuis le 23 février dernier. La lutte pour le maintien va se faire jusqu'à la dernière journée. Toujours en football, division d'honneur, cette fois-ci pour le compte de la 17e journée. Versailles, 7e, recevait le 9e, Blanc-Ménil au stade Montboron. Ce dimanche, dans un match plutôt équilibré, les occasions se sont succédées de part et d'autre, mais les Versaillais ne parviennent pas à concrétiser leur temps fort. Ils seront même sauvés par leur gardien de reprise. Les deux équipes se séparent finalement sur un score nul et vierge, 0-0. Un 6e match nul de la saison qui satisfait tout de même l'entraîneur versaillais David Giguet dans son contenu. Les Yvelinois conservent leur 7e place au classement et continuent tout de même de viser le haut de tableau et le podium pour la fin de saison. On savait qu'on allait jouer une équipe du Blanc-Ménil relativement solide, comme ça l'était au match aller d'ailleurs, puisque le match aller ça s'était décidé dans les arrêts de jeu. Donc là, une équipe là, qui a changé tout à fait de visage depuis les fêtes de Noël, donc c'est une équipe très compétitive. Nous, voilà, on a fait notre match. En ce moment-là, au sein du groupe, là, ça travaille bien. Il y a vraiment une bonne osmose. C'est dommage justement cette osmose arrive un peu tardif. Elle est un peu tardive au niveau de la saison, mais globalement là, sur le match du jour, bon, voilà, il nous a manqué qu'un but. Chez les femmes, 14e journée de promotion d'honneur. On suit évidemment Élancourt et les Élancourtois se sont inclinés sur le terrain de l'entente sportive du 16e, 2-1. Les Amazones conservent tout de même leur 7e place. Handball féminin plutôt, 17e journée de National 2. Montigny recevait le leader, Landy-Lampol, mais les Inimontaines n'ont pas réussi de nouvel exploit et s'inclinent logiquement 27-22 et restent 5e au classement. Chez les moins de 18 ans, 8e journée de la phase finale du championnat de France et contre-performance de plaisir au Paris Galaxy Club. Les Plaisirois s'inclinent lourdement 37-21. Et au classement, vous allez le voir, avec cette 5e défaite de la saison, les joueurs d'Alexandre Taillefer rétrogradent à la 5e place de leur poule avec 14 points à 10 longueurs du leader cristolien, mais à seulement 2 petits points de la 3e place. Un peu d'automobile. Depuis 2009, la marque Renault a décidé de renforcer son activité de concept car. Et voici le petit dernier, le Kwid. Pour la première fois, le constructeur automobile a lancé un concept car destiné spécifiquement à un pays étranger, en l'occurrence l'Inde. Renault est déjà implanté sur place avec une usine à Chennai qui produit les Pulse, véhicules adaptés au marché indien, et les Duster, très populaires là-bas. Le jaune rappelle également les épices. Côté innovation technologique, un drone est placé à l'arrière et permet de prendre des images de la route ou d'indiquer, par exemple, d'éventuels bouchons. Pour faire un véhicule pour les jeunes Indiens, on a fait cet objet-là, donc qui est dessiné et imaginé un peu comme des véhicules radiocommandés. Donc vous avez des roues qui sortent vraiment de la caisse, donc vous avez une carrosserie qui est très solide. Donc c'est un faux 4x4, une sorte de all-road qui, je crois, est très bien adapté sur ce marché-là. En plus, quand vous regardez l'intérieur, donc c'est vraiment inspiré de l'Inde. Il y a beaucoup d'objets qui roulent là-bas avec des banquettes avant, donc des rishkas. Donc on a mis ici le conducteur en centre avec 2 passagers sur le côté. Donc vraiment une inspiration de l'Inde. Après leur moisson de 5 médailles au dernier championnat du monde de cyclisme sur piste à Cali, en Colombie, les membres de l'équipe de France étaient honorés ce vendredi par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines au Vélodrome, justement à côté des célèbres champions. François Pervis ou Grégory Boger étaient aussi présents. Thomas Bouda, le tout jeune champion du monde de l'Omnium. À 20 ans, le Bordelais a créé la sensation avec ce titre seulement pour sa 2e saison en équipe de France élite. Il a désormais le regard tourné, comme tous ses coéquipiers de l'équipe de France, vers les Jeux Olympiques de Rio en 2016. Première médaille au championnat du monde pour moi, grande satisfaction pour moi et pour toute l'équipe de France parce que voilà, justement ça met
en avant tous les sacrifices qu'ont fait l'équipe de France, la ville de Saint-Quentin avec ce beau vélodrome. Et c'est une façon aussi de les remercier. Après 15 jours de course, nos gazelles yvelinoises sont rentrées saines et sauves du Maroc. Christelle Lebert et Sophie Chevalier viennent tout juste de retrouver la France. Et pour leur première participation au Rallye des Gazelles, les Yvelinoises ont terminé à une excellente 5e place de leur catégorie crossover. Dans cette 24e édition, je vous le rappelle, toujours 100% féminine, 160 équipages étaient en course et ont parcouru 6 étapes en 8 jours sans aucune connexion web avec l'extérieur. Évidemment, dans les prochains 7-8 sports, Christelle et Sophie viendront nous raconter leur expérience marocaine. C'est la fin de ce 7-8 sport. Merci encore une fois de l'avoir suivi. La semaine prochaine, vous retrouvez Olivier Maniscalco. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée sur TV Fil.